Bonjour tout le monde, ici Gérald La Jeunesse de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins pour cette émission de Église diocésaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la grotte, mais avant de commencer là, j'aimerais vous partager un petit peu ce qui m'est arrivé en 2001. J'étais en presse-service à l'Université Saint-Paul et à ce moment-là, je demeurais au séminaire Saint-Paul. Et à un moment donné, en mangeant, un prêtre, un Français, Oblat, il m'arrive, connais-tu, et me demande, connais-tu Frédéric Romanet du Caillot? Frédéric Romanet, qui? Enfin. Puis là, ben, connais-tu la grotte de Sudbury? J'ai dit oui, je la connaissais. Y être allé, je n'étais pas allé encore. Mais finalement, cette expérience, il y a bientôt 20 ans passés, euh, m'a inspiré de faire un peu plus de recherche. Et c'est un petit peu de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'ai avec moi le père Ronald Perron. Bonjour Ronald. Enchanté. Et j'ai aussi M. Raymond Marion. Bonjour Raymond. Bonjour. Bonjour. Alors, Romanet, Frédéric Romanet du Caillot. C'est qui? Eh bien, c'était un grand humaniste qui, dans son pays, avait aussi une sorte de fabrique de tissus, de tapis, chez trop, mais qui employait apparemment peut-être bien une cinquantaine de personnes. Et il a beaucoup voyagé en Europe, mais lui avait une dévotion très particulière à Marie, du fait que lui, quand il était jeune homme, déjà, euh, c'était au temps où l'Église a déclaré Marie l'Immaculée Conception en 1854. Et Marie, ses apparitions en 1858 À Lourdes. à Lourdes. Oui, oui, oui. Alors lui, il était impressionné par ces choses-là au point que quand, dans sa fabrique, à l'entrée, il avait fait construire une grotte à Marie. Euh, et aussi un peu cette grotte-là en souvenir de son fils qui était décédé à l'âge de 22 ans, très jeune. Alors c'est un peu à sa mémoire qu'il avait construit cette grotte-là. Alors ça, c'est Romanet du Caillou avant qu'il choisisse de venir ici au pays. Il n'est pas juste venu ici au pays. C'est un homme qui a voyagé quand même assez. D'abord, il écrivait beaucoup, je crois. Je sais qu'il a écrit des livres sur l'Algérie, des places Tonkin, donc on peut penser en Chine, on peut penser en Asie, toutes sortes de choses. Euh, c'est un homme de grande culture. Puis il aboutit à Sudbury. Pourquoi d'abord? Ben, c'est un homme justement à cause de sa curiosité intellectuelle, mais aussi son intérêt pour la recherche sur les mines. Alors, il est venu à Sudbury spécialement pour faire de l'exploration minière. C'est dans ce contexte-là d'exploration minière, d'ailleurs, il a acheté beaucoup, beaucoup de terrain à Sudbury parce qu'en 1904, dans ce coin-là, alors c'est tout à fait en développement, Sudbury. Alors, tout le Menno Lake est acheté par lui pratiquement, puis il y avait plein de noms qui étaient des noms français à Menno Lake, de son dire à lui. Et puis ce coin de roche, justement, où est la grotte maintenant, ça l'a frappé comme étant, ça lui rappelait son coin de pays, pour une raison ou pour une autre. Oui. Mais comme ingénieur, il a voyagé beaucoup en canot dans le temps, c'est comme ça que ça se faisait, l'exploration, au point que quand il a fait fabriquer la Madone de 6 pieds de une demi-tonne, il avait dit au curé de la paroisse, Sainte-Anne, si je ne reviens pas, mon canot renverse et puis que je perds la vie, ben vous verrez recevoir la Madone à la gare de chemin de fer pour l'installer, parce qu'il avait déjà demandé à la berge d'installer la berge qui était le contracteur du temps, et c'était à Sudbury. C'est lui qui a bâti la grotte en pierre qu'on a encore aujourd'hui. Et elle dit, alors au curé de Sainte-Anne, vous prendrez la statue puis vous la placerez dans la grotte. Et c'est comme ça que ça a commencé, que c'est un coin de rocher qui servait à personne. Il n'y avait pas d'école dans ce temps-là, là, puis c'était un coin de rocher. Okay. Alors il est venu au Canada à plusieurs reprises pendant 7-8 ans, je crois.
Il revenait toujours à Sudbury. Et d'après les recherches que j'ai faites, il me semble que la statue a été érigée, la grotte a été érigée en 1907. C'est ça. C'est ça. Et puis, donc, il y a beaucoup d'histoires reliées à ça. Là, tu nous as dit tantôt, si jamais il lui arrivait quelque chose, il avait confié au curé de la paroisse Sainte-Anne Oui. de continuer son travail. C'est ça. Ben, au moins d'amener la grotte là, puis... en fait, il y avait une famille qui était très proche, là, je ne sais pas si je peux me souvenir de leur nom, un nom anglophone qui... C'était pas une famille italienne, Baso? Oui. Baso? Non, Drago. Drago, c'est ça, oui. Parce qu'il s'est occupé aussi des équipes de hockey, puis il enseignait à Sudbury High à un moment donné, je pense, de ses descendants. Joe Drago. Oui. Et puis, alors, eux autres apportaient des fleurs parce que une fois que la grotte était installée, puis qu'ils ont fait un peu au niveau de la ville, il n'y a pas eu beaucoup d'activités. Mais c'est quand même intéressant de se rappeler qu'au moment de l'installation, c'est depuis ce temps-là déjà qu'il y avait cette plaque que l'on voit en dessous qui dit... latin, c'est ça? Ben oui, c'est... Regina Gallorum. Regina Gallorum, puis le curé Ragaru, le curé prêtre jésuite, lui, il pensait que c'était la reine des Gaulois, la reine des Français. Mais pas les Français, mais les Gaulois comme étant plusieurs groupes ethniques. Alors, il voulait que ce soit Marie, la reine beaucoup plus universelle, ça, rien que des Français. L'idée du caillot, là. Oui, okay. L'idée du caillot, c'était beaucoup plus Marie, reine d'une multitude de peuples. C'est ça. Plus universelle. Parce que justement, en France, ça a été une multitude de différentes familles celtes. C'est ça. Alors, c'est ça qu'il avait en tête, lui, Frédéric Romanet. J'ai trouvé très intéressant aussi de savoir qu'il s'était lié d'amitié avec, justement, la famille Drago parce que la matriarche parlait 5 langues, et lui aussi. Oui. Et c'est de même que c'était lié d'amitié. Oui. Alors, déjà, quelqu'un qui parlait 5 langues, ça montre une ouverture sur le monde. Et dans ce que tu viens de dire, hein, il voulait que cette grotte-là réunisse le monde de partout. Oui. Pas juste les Français, le monde de partout. Ah ben oui. C'est vraiment une sorte de vision universelle déjà, un peu comme pour l'Église catholique. C'était Marie, la mère universelle. Je pense qu'on peut faire un lien aussi avec le fait qu'il avait d'abord un grand goût de l'histoire, de ce que j'ai lu, mais aussi, il était explorateur. Il explorait ici le pays, mais il est allé explorer ailleurs, en Algérie en particulier, que je me souvienne, et dans les Asies. Puis je dis les Asies, c'est plusieurs pays asiatiques. Peut-être même l'Inde. Et il écrivait, hein, il a donné des comptes rendus, des publiés, mais son intérêt dans le monde, à lui, était déjà universel. Et je pense que de ce côté-là, hein, la manière qu'il voyait Marie, puis comment il espérait qu'elle ait une place ici, aille vraiment, selon sa façon à lui, de voir le monde. Hein, oui, je crois. D'une seule famille, même s'il y a un regroupement d'un peu partout. Même si le latin était commun dans le temps, mais il a fait aussi, pour lui, de l'associer, de dire ça, Regina Gallorum, c'était aussi un langage universel. Et puis, il voulait vraiment pas s'adresser seulement aux Canadiens français de Sudbury. C'était vraiment... Puis comme Sudbury était très cosmopolite, déjà, dans ces années-là, il voulait vraiment que tout le monde se sente invité par sa grotte de Marie. Bon, alors, je pense que la dernière fois qu'il est venu à Sudbury, c'est en 1909, je crois. Peut-être 11, là, j'oublie exactement. Qu'est-ce qui est arrivé à ce lieu
à partir du moment où lui ne venait plus? Sais-tu? As-tu une idée? Bien, dans les premières années, il ne s'est pas donné grand-chose. Heureusement qu'il y avait les Drégos qui s'occupaient d'entretenir que ce soit beau et propre. Mais il n'y avait même pas de sentier d'accès. Tu es là sur la montagne, là. Et puis, jusque des années 75, c'était des risques et des dépens que d'aller devant la grotte. D'ailleurs, René Savard, qui était allé à un moment donné pour y installer des lumières de Noël, il a déboulé en bas de la côte, puis il déclarait souvent que c'était le premier miracle. Attribuable. Mais c'est ça, vraiment, là, jusqu'en 1950, jusqu'à la venue du père Raymond. Qui était, lui, originaire de Verner, puis qui venait de la Chine, qui était curé à Sainte-Anne. Alors, avec Savard et puis M. Omerneau, parce que l'accordaire était populaire dans le temps, et puis ces deux gars-là, ils se battaient un peu avec l'alcool, et puis... Alors, c'était pour eux autres un engagement, un soutien de s'engager pour la grotte avec le père... Je me souviens, dans ce que j'ai lu en préparation pour cette émission, d'avoir lu au sujet de M. No et de son association avec les Lacordaires. Et moi, je me rappelle de ça, le petit gars. On parlait de ça, les Lacordaires. Ouais. Je connaissais pas ce que c'était, là, mais on en parlait. Mais moi, j'ai grandi ici à Sudbury. Puis je dois te dire, ce n'est qu'à mon retour comme stagiaire à Saint-Jean-de-Brébeuf, en 82-83, que j'ai su... qu'il y avait une grotte ici. J'ai su. Je ne suis pas allé, mais j'ai su. Mais comme tu dis, c'était en gros inaccessible. Et c'est à peu près dans ces temps-là que ça commence à changer. Oui. Vraiment, le gros rassemblement, le premier grand rassemblement que ces gars-là ont fait, c'est Notre-Dame-du-Cap Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Alors, elle est partie pour un pèlerinage à travers le pays. Puis évidemment, elle a passé à Sudbury. Et ça l'a rassemblé plein de gens qui sont allés avec leur voiture à la rencontre de Notre-Dame-du-Cap, qui a fini sur la montagne. Et ça a fait un grand rassemblement des gens de Sudbury en 1951. 51 ou 51, 52. 52. Ouais. Mais ensuite, la prochaine grosse activité après 52, c'était... quand les Dames de Sainte-Anne ont fait bénir le chemin de croix. Ils ont installé le chemin de croix, puis c'est Monseigneur Carter qui l'a béni en 58. 58, ça, oui. C'était un autre grand rassemblement. Ça, c'était les rassemblements là, qui ont fait le début de retrouvailles. Alors, donc dans les années 50, il y a eu quelques événements marquants qui se sont produits. Ah oui. Alors, il y a eu un bout de temps où c'était vraiment une dévotion personnelle pour les initiés, ceux qui savaient que c'était là. Ouais. Comme je t'ai dit, moi, j'ai grandi à Sudbury, puis il y a encore bien du monde qui ne savent pas que c'est là, malheureusement. C'était à leur perte. Et là, dans les années 50, grâce au Père Raymond. Oui. Puis ensuite, là, encore une fois, c'est tombé dans l'oubli. Bien, pas dans l'oubli, mais... Non, mais là, il y a eu quand même une suite, là, parce que c'était repris par... à cause des Dames de Sainte-Anne, le chemin de croix qui était installé, puis ensuite Monseigneur Carter qui est venu le bénir. Ça, c'était un grand rassemblement encore, en 58. Oui. Moi, j'étais au Collège Sacré-Cœur dans le temps aussi. Et en 52 et en 58, j'étais conscient, j'étais participé à ça, comme étudiant, comme... Alors, ça a fait, et ça a renouvelé la grotte un peu. Et puis, là, ça retombait encore un peu dans l'oubli. Puis ensuite, c'est un peu les chevaliers de Colombe qui ont repris ça en main pour nettoyer le terrain, parce que le terrain était utilisé par toutes sortes de monde, mais il laissait toutes sortes de déchets. Et puis les chevaliers de Colombe ont entrepris, eux autres, de nettoyer ça. Mais aussi... mais là, on a commencé à... je pense qu'on a apporté, dans les années 50, je crois, c'est le chemin de croix. 58. Béni en 58, en 54. Ça a été quelque chose de nouveau. Puis ensuite, de ce que j'ai lu, 70, fin 70, 80, 90, là, on a commencé à apporter des changements au terrain, d'abord pour que ça soit plus accessible. On a ajouté d'autres choses aussi.
Il n'y a pas eu vraiment d'autres monuments tout de suite, mais l'intérêt, c'était d'essayer de faire un accès plus sécuritaire à la grotte elle-même. Mhm. Alors là, avec Ernest Savard, il a ramassé un peu des argent pour faire le grand escalier qui, à partir du stationnement, permet d'aller à la grotte. Mais c'était pas très sécuritaire parce qu'on n'avait pas le sentier en ciment qu'on a fait bien longtemps après, au début des années 2000. Mais c'est Ernest Savard, lui qui était à la fois au conseil scolaire et à l'hôtel de ville, alors il savait ce qui se passait à Sudbury, et c'est lui qui a convaincu et qui a informé les gens dans la région, si vous faites la construction puis vous devez vous débarrasser des surplus de terre, amenez-les sur la montagne. Et l'histoire veut qu'il y a peut-être presque 2000 voyages de terre qui ont été conduits sur la montagne pour guérir la montagne, pour l'arrondir. Mhm. Et puis à partir de ça, ils ont planté des fleurs et des arbres. Et puis, mais l'entrée était toujours un problème. Tout le temps que j'ai connu pratiquement la grotte, la ville menaçait d'annuler l'entrée parce que cette entrée-là, c'était faite par un coup de tête de Savard. Il fallait bien rentrer quelque part. Alors, sans la permission de la ville, il a fait cette trail de vache là, qui était, dans le temps, vraiment insécure. Et puis surtout que tu sortais sur la circulation, sur la rue, où tu ne voyais pas à ta droite puis à ta gauche. C'était très... Alors la ville condamnait la rue tout le temps. C'est pourquoi dans les années 2000, c'était ça le premier projet qu'il fallait faire, vraiment sécuriser l'accès à la grotte pour les autos, puis créer une sorte de stationnement quelconque. Là. Ça, c'est... À la longue, on a ajouté d'autres choses au terrain. Par exemple, on a ajouté une fontaine. Oui, bien, avant ça, il a fallu consolider le terrain. Oui. On parlait de ça avec JP juste avant l'émission. C'est que le terrain, il appartenait à un morceau qui appartenait aux Dames du Rosaire, un morceau qui appartenait aux Jésuites parce qu'on devait construire une maison de retraite là en 58. Et on a bâti finalement la ville de la Loyola. Une partie qui était au conseil scolaire. Oui. Alors, ils ont consolidé ça pour avoir, avec la ville qui avait des rues sur ça, de consolider ça pour que ça ne fasse qu'un morceau d'à peu près 2,7 acres de terrain. Et puis, avec Arnal Michel, on a acheté aussi un morceau de terrain derrière les maisons pour pas trop cher qui permettait de consolider un peu ce coin de terrain. Et puis, pour avoir accès au terrain, c'est là que Marco Reich et puis Arnal Michel ont acheté chacun une maison de 50 000 $ pour être capable d'avoir accès, pour être capable de faire une entrée au terrain qui soit assez loin des lumières, puis assez loin du haut de la côte pour que ce soit une capacité de rentrer et de sortir de façon sécuritaire. Alors ça, c'est des gens qui ont été... Sans Arnal Michel, là, la grotte, là, puis sans Ernest Savard, la grotte, là, on l'aurait vendu pour des pinottes. Il n'y avait plus rien à faire avec ça. Alors aujourd'hui, on voit, comme j'ai dit, il y a la fontaine. Oui. Est-ce qu'on a ajouté d'autres choses sur ce terrain? Ah ben, je pense qu'il faudrait une autre émission rien pour parler de ces affaires-là. De toutes juste les nommer. Ben, c'est les grands personnages qui ont contribué sur ça, c'est le gars qui s'appelle, ceux qui connaissent la mythologie grecque, Hercules, qu'on l'appelle, Héraclis. Lui, un gars qui a une carrière sur l'île Manitoulin, il dit, moi, il dit, je vais fournir les roches pour les grosses pierres qu'on a là. Alors, c'est comme ça qu'il a fourni les grosses pierres pour l'autel, les grosses pierres pour les 10 commandements, les grosses pierres pour les béatitudes, les grosses pierres pour le triangle de... la pyramide, là. La pyramide, oui. Mm-hmm. Et puis, John... pas Chiarelli, mais l'autre John, là, Massotti, qui a fait la fontaine. Oui. Et puis, c'est lui qui a bâti le mur aussi, qui est parallèle au sentier qui va à la grotte. C'est lui qui a bâti le sentier en ciment pour qu'il va à la grotte. Si lui n'avait pas fait ces affaires-là, ce ne serait pas viable. Alors, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens généreux
d'une part, mais des gens aussi qui ont une certaine dévotion à Marie et qui comptent toujours sur elle. Des gens de beaucoup de talent et des gens extrêmement disponibles qui ont donné d'eux-mêmes et de leur argent énormément. La montagne de la grotte, c'était fait, on nomme des gros personnages comme ça, mais il y a plein de gens bien ordinaires qui ont contribué à planter des arbres, à ramasser un peu d'argent. C'est vraiment un projet communautaire. Il y a des personnages clés, comme on vient de les nommer, là, mais c'est vraiment un projet communautaire. Alors, Fabuleux. l'Esprit Saint me pousse à aller vers toi, Raymond, maintenant. Aujourd'hui... Toute une histoire. Aujourd'hui, il y a au-delà de 110 ans que la grotte existe. Il faut que ça continue. Veux-tu nous parler un peu de ce qui se passe là? D'abord, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour garder la grotte ouverte au public? Alors moi, je suis rentré en jeu seulement quelques années passées. On a eu une note de Marguerite Groux, qui est la présidente des Amis de la Grotte, qui est le cœur et l'âme du comité présentement. Puis tous les conseils de Chevalier-Collion ont reçu une note d'elle demandant de l'aide parce que c'était trop. Alors, moi, j'ai répondu à l'appel, puis notre conseil, 12047 de Sainte-Anne, a plus ou moins répondu aussi. Alors, dès mon arrivée, j'ai regardé autour, puis avec l'aide de Marguerite, on a vu qu'il y avait des choses qui devaient être changées si on voulait que ça continue à être beau, présentable. Alors, premièrement, il fallait que les gazons soient toujours bien tondus. Si en entrant, on voit de la grande herbe comme une trail de vache. C'est pas une belle présentation. Alors, ça prenait des machines. Les machines étaient tous brisées ou semi-brisées. Alors, il fallait enlever ces machines-là, en trouver d'autres. Alors, ça, c'était mon premier travail, essayer de trouver de ces machines-là, l'entretien. Alors là, avec ça, on a pu commencer à vraiment prendre soin du terrain. Puis là, je me suis aperçu qu'il fallait qu'on le fasse souvent. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, des activités organisées, puis des activités de famille. Alors, à chaque fin de semaine, il semblait avoir un groupe là, qui voulait rentrer. Alors, le terrain est suppléé, ordinairement. Alors, Marguerite ou moi et d'autres personnes, Ardenne, on a une clé, puis on vient ouvrir la barrière pour laisser les gens rentrer. On ne peut pas le laisser ouvert pendant toute la semaine, parce qu'on pourrait se faire voler ou des choses sans par sécurité. Alors, il fallait qu'on garde le terrain toujours en bon ordre. Au début, c'était toutes des machines pouce-pouce. À mon âge, je trouvais ça très, très dur. Alors là, un bon ami, M. Denis, Jean-Yves, il nous a donné un tracteur. Seconde main, mais ça a fait toute une différence. Seconde main, on a dû mettre un peu d'impression, mais ça a fait l'affaire. En ayant un tracteur, on a dû avoir aussi trouvé une façon de entreposer. Alors, avec l'aide de M. Massari et M. John Cirelli, on a pu trouver un container, puis ça fonctionne bien. Alors, en plus de les mariages puis les rencontres de famille, le diocèse organise au moins 3 messes par année. Puis à ces messes-là, nécessairement, les bénévoles, on s'occupe de sortir toutes les chaises, parce qu'on parle de tout près de 200 personnes qui viennent. Des fois, il nous manque des chaises même. Alors, c'est devenu très populaire. Le 1er juillet, on a une belle messe fêtée à la fête du Canada. Ensuite, un peu plus tard, au mois de juillet, on a la fête de Sainte-Anne et des Amérindiens. Puis, au mois d'août, c'est la grande fête de l'Assomption. À ces messes-là, on a plusieurs prêtres qui viennent, souvent Monseigneur. On a une chorale dirigée ordinairement par Marc Projet.
Puis c'est vraiment, vraiment quelque chose de beau. Puis on a été chanceux cette année. La Sainte Vierge, elle nous a envoyé du beau temps. Sais-tu, il faut que je dise quelque chose ici. On me demande toujours, si jamais il pleut, est-ce qu'on peut aller à la paroisse Sainte-Anne? Alors moi, je suis toujours sur le qui-vive et je dois dire, dans les 5 ans que je suis là, il n'est arrivé qu'une seule fois où on n'a pas pu se rendre sur la montagne. Il a fallu, mais c'est vrai qu'elle prend soin de nous autres. Oui. Ah, oui. Alors, en plus du tondage, il faut nettoyer la place, c'est certain. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. Malheureusement, ils font pas attention. Puis, il y a des déchets. Alors, il faut nettoyer le terrain, c'est certain. Ainsi que le stationnement. Le soir, il y a bien des gens qui viennent. Ce n'est pas fermé, le terrain de stationnement. Alors, ils viennent, puis ils regardent la ville, parce que c'est un beau site là, pour regarder la ville. Les gens viennent voir, là, puis malheureusement, ils prennent un café, puis ils mettent ça par terre. Puis, alors, presque tous les jours, on a des bénévoles qui font la tournée pour ramasser ces déchets-là, qui est très, très important, je crois, parce qu'en arrivant, si tu fais des déchets, des sacs de plastique accrochés un peu partout, ça donne une mauvaise impression. Alors Raymond, merci. Ronald, merci. Merci, et Gérard. merci aussi à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. À une prochaine fois. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire.